Pendant près de 2 décennies, un homme a agressé et tué un grand nombre de femmes avant de se débarrasser de leur corps dans ou autour de la majestueuse rivière Green River à Seattle. Gary Ridgway s'attaquait à des personnes qui vivaient en marge de la société. On parle d'un homme qui pourchassait d'autres êtres humains et les tuait par plaisir. Des fugueuses, des prostituées, des toxicomanes. Il avait de gros besoins sexuels et tuer lui procurait une grande satisfaction. Gary Ridgway était un professionnel du meurtre. Il a avoué 71 meurtres, mais en a commis selon toute vraisemblance des dizaines d'autres. Pour les proches des victimes de Ridgway, même après son arrestation, des questions demeuraient. En quête de réponse, Jenny Graham, la sœur d'une de ses plus jeunes victimes, s'est longuement entretenue avec le tueur de la Green River. Il restait tant de questions auxquelles son meurtrier était le seul à pouvoir répondre. Jenny nous révélera le contenu de son échange avec l'assassin de sa sœur, l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Au parloir d'une prison. Je ne regrette pas d'avoir fait cette démarche. Si je suis apaisée aujourd'hui, c'est parce que j'ai obtenu des réponses. On m'avait mise en garde sur ce qui arriverait. On m'avait dit que je n'obtiendrais rien de lui. On a abordé tous les sujets. Au final, il est ressorti plein de choses de ce rendez-vous. Quelle nouvelle révélation le tueur de la Green River a-t-il pu lui faire? Et il y a eu une autre victime pour laquelle il n'a pas encore été poursuivi. Il a reconnu qu'effectivement, il l'avait tuée elle aussi. Après s'être fait élire à la Chambre des représentants pour empêcher que d'autres tueurs de la Green River ne voient le jour, Jenny Graham avait besoin de le rencontrer pour tenter de saisir ce qui se passe dans la tête d'un meurtrier. Mais comment peut-on se faire à l'idée que sous des dehors ordinaires puisse se cacher un psychopathe? Entre les années 80 et 90, la série de meurtres perpétrés par Gary Ridgway, surnommé à l'époque le tueur de la Green River, a traumatisé l'opinion publique ainsi que les autorités. L'affaire Gary Ridgway, dite l'affaire du tueur de la Green River, a contribué à notre fascination pour les tueurs en série. Ces odieux méfaits ont été racontés au cinéma, à la télé ou dans les livres. Encore aujourd'hui, les histoires de tueurs en série captivent un large public à la télé. Ça suscite un gros intérêt, et je crois qu'il a contribué à l'alimenter. Pour beaucoup, le tueur de la Green River n'est qu'un personnage de légende urbaine, un mythe de la culture populaire. Mais pour d'autres, il n'est que trop réel. Un être diabolique. Aujourd'hui encore, les atrocités qu'il a commises hantent ceux à qui il a arraché des êtres chers. Comme Jenny Graham, qui occupe aujourd'hui le poste de représentante de l'État de Washington au Congrès. Si je connais le tueur de la Green River, c'est parce que ma sœur fait partie de ses victimes. Elle s'appelait Debra Estes. Et il a aussi tué 2 de mes amies, Becky Marrero et Kelly McGuinness. Comme d'autres proches de victimes, Jenny Graham a été autorisée à prendre la parole lors de l'audience de fixation de la peine de Ridgway en 2003. Je voulais que les gens sachent qui était Debbie. Alors j'avais apporté des photos d'elle. J'ai parlé d'elle, de qui elle était, parce que c'est l'une des choses qui m'ont marqué sur son meurtrier. Vous le savez peut-être, il ne prononçait jamais le nom de ses victimes. Il voulait bien parler des détails, des endroits où il s'était débarrassé des corps. Mais il ne voyait pas ses victimes comme des êtres humains. Cette journée d'audience devait être l'occasion de parler de Debbie. Gary Ridgway écopera finalement de 48 peines de prison à vie. Le tueur de la Green River définitivement hors d'état de nuire, c'est un chapitre sombre de l'histoire de la région de Seattle qui se referme enfin. Mais même plusieurs années après, des questions demeuraient pour Jenny Graham. Comme il a choisi de plaider coupable, il n'y a pas eu de procès. Or, un procès, même si on dit que c'est toujours très dur pour les familles, et c'est vrai, un procès a ceci de bien qu'il permet d'obtenir des réponses. Nous, on n'a pas eu ça. Je restais avec tellement de questions sans réponse, des questions auxquelles seul l'assassin pouvait répondre. En 2014, Jenny Graham obtient l'autorisation de rencontrer Ridgway en prison. En revanche, aucun enregistrement audio ou vidéo de cet entretien ne sera accepté. J'ai eu un entretien de près de 4 heures avec l'assassin de ma sœur. Beaucoup de gens m'avaient mis en garde avant, en me disant « Tu n'en tireras rien, il ne parlera pas. Ne t'attends pas à autre chose de sa part. » Et au final, vous savez quoi? Je n'en ai pas tenu compte.
Globalement, la discussion a été extrêmement riche. On a abordé plein de sujets différents. Il en est ressorti beaucoup de choses. Ses problèmes dans l'enfance, les choses que le tueur avait vécues dans sa vie, des épisodes très douloureux. Gary Ridgway a eu une enfance normale, du moins en apparence. Il est le fils cadet de Mary Rita Steinman et Thomas Newton Ridgway. Gary Ridgway ne semblait pas venir d'un milieu susceptible de produire un homme avec autant de colère en lui et de telles pulsions meurtrières. Ça ne semblait pas coller. Il était issu d'une famille de la classe moyenne. Il menait une vie en apparence tout à fait banale. Dès son plus jeune âge, Ridgway ressent pourtant une attirance sexuelle pour sa mère. Sa mère était une femme de caractère. Elle a même parfois été décrite comme ayant une nature dominante. Le père de Gary était un adepte de la méthode dure. Tu te rends compte que tu n'as toujours pas nettoyé la gouttière alors que je t'ai demandé de le faire la semaine dernière? Ne compte pas sur moi pour le faire. Tu regardes quoi? Une nuit, le jeune Ridgway se réveille après avoir mouillé son lit. On sait qu'il a longtemps fait pipi au lit, même à l'adolescence. Sa mère lui donnait alors un bain, même au moment de la puberté. Ça déclenchait chez lui de l'excitation, surtout quand sa robe de chambre s'entr'ouvrait. Il éprouvait des sentiments ambigus vis-à-vis de sa mère. Il ressentait de l'amour et du désir, des pulsions qu'un fils n'est pas censé ressentir pour sa mère. Quand Gary a 11 ans, sa famille quitte l'Utah pour s'installer à Seattle dans l'État de Washington. Mauvais lecteur et souffrant de difficultés d'apprentissage, le jeune Gary est en échec scolaire. Ils voulaient le mettre dans une école spécialisée. Cette idée l'horrifiait, il se sentait humilié. Il a vécu toute sa vie comme s'il avait quelque chose à prouver. À l'école, Ridgway aurait payé une fille pour qu'elle le laisse regarder ses parties intimes. Pourquoi tu pleurniches? T'as dit que tu le ferais. Plus tard, Ridgway a commencé à nourrir des fantasmes violents envers sa mère. Il s'est imaginé en train de lui faire du mal, la frapper, lui infliger des coups de couteau, parce qu'il était perdu. L'énurésie, les bains, assortis de remontrances, tout ça a généré un terreau favorable à l'émergence de pulsions meurtrières. Vouloir du mal à autrui, infliger des souffrances quand on lui faisait du tort. Un jour, le jeune Gary Ridgway concrétise un de ses fantasmes de violence. Gary avait attiré un jeune garçon à l'écart en prétextant vouloir jouer. Il l'a emmené dans les bois et l'a attaqué avec un couteau. Il lui a perforé le foie. Ce jeune garçon a failli mourir. Il dit que c'était pour voir ce que ça faisait. Il avait dans la tête des envies de violence. Et il est passé à l'acte. Comme le petit garçon ne connaissait pas Ridgway, il n'a pas été en mesure de donner le nom de son agresseur à la police. Sa famille déménage dans un autre état peu de temps après. Pour la première fois, mais pas la dernière, Ridgway s'en sort sans être inquiété par la police. Élève plus que médiocre, Gary a 20 ans quand il obtient son diplôme au lycée. En 1969, il s'engage dans la Navy. Et un an plus tard, en 1970, il épouse sa petite amie du lycée. Mais il divorce au bout d'à peine 1 an et demi de mariage. Elle est partie avec un autre homme. Il était anéanti et en colère. Elle lui a écrit une lettre pour l'informer qu'elle le quittait. Dans la Navy, Ridgway est envoyé au Vietnam et assiste au combat. C'est aussi là-bas qu'il commence à fréquenter des prostituées. Il passait beaucoup de moments à terre et désœuvré. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel pour un marin d'aller voir des prostituées. À cette époque, Ridgway contracte une blénorragie à 2 reprises. En 1971, Ridgway est démobilisé avec les honneurs. Il rentre dans l'État de Washington et trouve un emploi de peintre automobile dans un atelier de carrosserie. En 1973, Ridgway épouse sa deuxième femme, Marcia Winslow.
Des années plus tard, elle racontera à la police que Ridgway aimait lui faire peur en arrivant par derrière sans faire de bruit. Bon sang, Gary! Tu m'as fichu la peur de ma vie! Il avait un très gros appétit sexuel. Il était insatiable. Sa femme a dit qu'il la sollicitait parfois 3 fois par jour. Il n'en avait jamais assez. Il avait des fantasmes coquins. Il aimait faire ça en plein air. En 1975, Marcia et Gary deviennent parents d'un petit garçon. En dépit de l'arrivée de cet enfant, la relation entre Gary et Marcia connaît des turbulences dans les années qui suivent. Il a dit avoir eu le sentiment qu'elle faisait partie de ces femmes qui le manipulaient et profitaient de lui. C'est très saillant. Il était en colère contre elle parce qu'elle le trompait. Et il dit qu'il avait l'impression qu'elle lui mentait et profitait de lui. On ne faisait que parler. Et tu crois que c'est tout ce qu'il cherche? Marcia affirme que Gary aurait un jour franchement dérapé lors d'une de leurs disputes. Je parle à qui je veux. Il en a tiré de la satisfaction, un plaisir sexuel. C'est à ce moment-là que sa haine s'est transformée en pulsion meurtrière. Dégage. Marcia quitte Ridgway en 1981 et obtient la garde de leur fils. Peu de temps après, Ridgway emménage dans une maison à proximité de Pacific Highway South, la nationale qui traverse Seattle. Il recommence à fréquenter des prostituées. Pacific Highway était un haut lieu de la prostitution à Seattle à cette époque. Gary y allait souvent. Il avait besoin de sexe, 4 ou 5 fois par semaine, donc il passait son temps là-bas. Une nuit, en 1982, Ridgway repère une jeune prostituée de 16 ans, Wendy Lee Caulfield. Wendy était une jeune fugueuse déscolarisée, originaire du comté voisin de Pierce. Salut! Envie de compagnie? Ouais. Il se sentait incroyablement puissant et supérieur quand il réussissait à faire monter ses femmes dans sa voiture. Il leur faisait croire qu'elles n'avaient rien à craindre de lui, qu'il était un homme bien. Son mépris des femmes est immense. Désormais, Gary Ridgway n'hésite plus à concrétiser ses fantasmes violents. C'était une façon de punir toutes les femmes qu'il avait, selon lui, trahies, celles qui s'étaient servies de lui ou qui l'avaient fait se sentir inférieur. Le 15 juillet 1982, 2 garçons à vélo sur le pont Beck remarquent quelque chose en contrebas au bord de la rivière. C'est le cadavre de Wendy Lee Caulfield. Elle deviendra la première victime connue du tueur de la Green River. La première d'une longue série, malheureusement. Bientôt, d'autres corps sont découverts. Un vent de terreur s'abat sur la ville de Seattle quand elle comprend qu'un tueur en série sévit dans ses rues. C'est principalement dans cette zone que les corps ont été retrouvés. Les familles des victimes se demandent avec angoisse ce qui est arrivé à leurs proches. Parmi elles, une femme était déterminée à avoir des réponses. Il lui faudra attendre 30 ans pour les obtenir, de la bouche même du tueur. J'avais beaucoup de questions et de la patience. J'ai posé les questions qui me taraudaient. Et je crois qu'il y a répondu avec honnêteté. Au moment où cet entretien a lieu, Ridgway est incarcéré depuis plus de 10 ans. Il passe pour l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Mais en 1982, il n'en est encore qu'au début de sa longue série de meurtres. C'est en juillet de cette année-là qu'il s'attaque à sa première proie, Wendy Lee Caulfield, une jeune fille de 16 ans. Il la viole brutalement et la tue, puis se débarrasse de son corps comme d'un simple déchet au bord de la rivière qui traverse Seattle, la Green River. En apparence, son assassin est un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais sa banalité cache en réalité une soif de sexe et de sang. Ridgway, celui qu'on allait bientôt surnommer le tueur de la Green River, fait de Pacific Highway South son terrain de chasse.
Il cible un type précis de proie. Gary Ridgway choisissait des personnes qui vivaient en marge de la société, fugueuses, prostituées, toxicomanes. Les gens n'étaient souvent pas très tendres avec elles. J'ai entendu des commentaires très cruels à leur égard. Certains disaient « Elles l'ont bien cherché. Si elle n'avait pas traîné dehors, elle serait encore en vie. » Elles vivaient dans la rue. Elles vendaient leur corps. Gary Ridgway savait qu'elles étaient des proies faciles. En août 1982, Marcia Faye Chapman arpente les trottoirs de Pacific Highway South, connu pour être un haut lieu de la prostitution à Seattle. Alors que ses enfants la croient partie faire des courses, Marcia se prostitue. Malheureusement, cette nuit-là, elle croise le chemin de Gary Ridgway. Il se garait devant un magasin sur un parking et ouvrait le capot de sa voiture comme s'il avait un problème mécanique. Il restait à l'extérieur de son véhicule et observait discrètement les femmes. Tu cherches de la compagnie? Ouais. Il leur montrait des photos de son fils qu'il avait dans son portefeuille pour qu'elles se sentent en confiance et pensent avoir affaire à un homme normal, un bon père de famille. Mais en réalité, Gary Ridgway est tout sauf normal. Ridgway s'en prend à 3 autres femmes de la région de Seattle. Leur disparition attire l'attention de 2 enquêteurs de la criminelle, Dave Reichert et Faye Brooks. Au cours de leurs recherches, ils retournent inspecter les berges de la rivière. Je crois avoir aperçu quelque chose. Ils font alors une atroce découverte. C'est pas vrai, un autre cadavre? Camouflés par la végétation et des rochers, la police découvre des corps de 4 victimes de Ridgway. Deborah Lynn Bonner, Cynthia Jean Hines, Opal Charmaine Mills et Marcia Faye Chapman. À ce stade, elles n'étaient encore pour moi que des noms et des photos dans le journal. Pendant très longtemps, je les ai appelées les poupées de papier, parce que c'est comme ça que je les voyais. Mais une partie de moi se disait, ces filles ont une histoire. Elles sont plus qu'une photo dans le journal. Si la découverte des corps vient mettre fin à l'incertitude dans laquelle leurs proches étaient plongés depuis leur disparition et leur permettre de faire le deuil, d'autres n'ont même pas cette chance. C'est le cas de la famille de la jeune Debra Estes, âgée de 15 ans, disparue en septembre 1982. Debbie était ma petite sœur. On s'entendait comme 2 sœurs s'entendent généralement. Certains jours, je l'adorais par-dessus tout. Elle m'agaçait franchement. Elle adorait les chevaux. Debbie adorait faire du vélo, être avec ses amis. Mais à la maison, les choses se passaient très mal. Debbie fuguait, assez souvent. Ma sœur avait écrit une lettre. Je ne l'ai pas su à l'époque. Je l'ai appris bien plus tard. Elle était déjà morte. Elle disait que ça serait sans doute très dur de se sortir de cette situation. Je pense qu'elle parlait de prostitution. Les restes de Debra Estes, qui sera ajouté par la suite à la liste des victimes du tueur de la Green River, ne seront découverts que 6 ans après sa disparition. J'ai passé des moments difficiles durant ces années. Quand une personne disparaît, quelqu'un qui vous est proche, vous imaginez plein de scénarios dans votre tête, dans votre vie de tous les jours, que ce soit au travail, à l'école, quand vous faites du shopping ou les courses au supermarché. Il suffit que vous croisiez quelqu'un qui lui ressemble et vous lâchez tout ce que vous êtes en train de faire. Votre vie s'arrête. Vous êtes en hypervigilance. Dès que le téléphone va sonner, vous allez vous demander, espérer, prier pour que ce soit elle qui appelle. Il n'y a pas de bouton pour arrêter ça. Je ne sais pas, c'est le pire des enfers. Entre 1982 et 1984, Gary Ridgway, le tueur de la Green River, enchaîne les meurtres. Des filles de 15, 16, 17, 18 ans, beaucoup d'adolescentes. Certaines avaient passé le stade de la puberté, mais pas toutes. Tout le monde se posait la question, ma fille est-elle en danger? Ou ma femme? À qui s'attaque-t-il? Qui sont ses victimes? D'autres cadavres sont découverts dans des zones reculées et boisées en périphérie de Seattle. Ils sont en général totalement ou partiellement dénudés.
les victimes sont toutes mortes étranglées. À chaque fois, il fallait identifier les victimes et trouver un lien entre elles. Il y en avait forcément un, mais lequel? Elles étaient blanches, noires, hispaniques, grandes, petites. Leur point commun était que c'était des filles des rues. Ce genre d'affaire est une course contre la montre. Parce que vous savez qu'une autre femme ne tardera pas à être emmenée, tuée et retrouvée. Par conséquent, nous avons immédiatement déployé énormément de moyens pour cette affaire. À partir de là, le bureau du shérif du comté de King a décidé qu'il fallait enquêter autrement et mieux. Et il a mis en place un groupe de travail dédié. Les inspecteurs Dave Reichert et Tom Jensen intègrent ce groupe qui n'a qu'un objectif en tête: attraper le tueur en série qui est désormais surnommé le tueur de la Green River. Mais trouver un meurtrier qui jusqu'à présent a réussi à passer totalement inaperçu ne va pas se révéler chose facile. Le profil classique du psychopathe qu'on connaît tous, c'est un individu solitaire, généralement célibataire, asocial, qui vient d'un foyer désuni, qui enfant tuait des animaux et a commencé à tuer jeune. Ce profil ne collait pas à Ridgway. Il n'était pas impressionnant physiquement, il était poli, il avait un fils. Il ne correspondait pas à l'image que l'on se fait d'un tueur. Giselle Lovehorn se prostituait. Elle n'avait que 17 ans quand Gary Ridgway l'a fait monter dans sa voiture. Ce soir-là, il avait même emmené Matthew, son fils de 7 ans, avec lui. Je peux t'aider? Ouais, Et lui? c'est pas un problème. Il l'a fait monter. Il a dit à son fils de rester dans la voiture pendant qu'ils allaient se promener. Il s'est enfoncé avec elle dans la forêt. Gary Ridgway était un pro. Il avait élaboré une véritable méthode pour tuer. Elle était très efficace. Elle consistait généralement à convaincre les filles que si elles étaient devant et lui derrière, il finirait plus vite. Par conséquent, elles se retrouvaient dans une position où elles étaient vulnérables. Il nous a raconté qu'il détournait leur attention en demandant « C'est quoi ça ?» Et si la fille avait la tête baissée, elle la relevait pour regarder ce qu'il lui montrait. À ce moment-là, il passait son bras autour de son cou. Il attaquait les femmes par derrière, il les étranglait jusqu'à ce qu'elles meurent. Son fils ne savait pas. Ce n'était qu'un enfant. Il a attendu patiemment son père. Quand le père de Matthew remonte dans la voiture, il est seul. Papa, elle est où la dame? Elle a décidé de rentrer à pied. Des années plus tard, Matthew Ridgway dira aux enquêteurs qu'il n'aurait jamais soupçonné que son père puisse être autre chose qu'un père normal. Quand des informations sur les lieux où il a abandonné les premiers corps fuitent dans les journaux, le meurtrier commence à abandonner les cadavres ailleurs, compliquant encore davantage la tâche des enquêteurs. Chaque fois qu'on trouvait une victime, ça faisait la une des journaux. C'était repris aux informations du soir, il regardait les informations. Donc il savait qu'on avait trouvé tel ou tel site et il l'en changeait. Je me mets à la place des enquêteurs qui font ce métier. À chaque fois, aller sur la scène de crime, avertir les familles, voir ces scènes horribles encore et encore. On en est désormais à plus d'une dizaine de victimes. Le groupe de travail dédié aux tueurs de la Green River ne compte plus les appels de citoyens désireux d'aider la police. On recevait beaucoup d'appels. On avait du mal à suivre. Quoi de neuf? Un autre tuyau sur une jeune fille disparue. Un tuyau de qui? La famille? Son Mac? Les Macs disent toujours que la fille s'est enfuie. Au départ, on pensait que c'était peut-être un proxénète ou quelqu'un qui se faisait passer pour un policier. Parce qu'elle semblait se laisser emmener si facilement, si vite. C'était peut-être pour ça. Le problème, c'est que ce sont les seules sources qu'on ait. On a quoi comme autre source valable? Il n'y en a pas. Il faut qu'on retourne faire du porte-à-porte. On va bien trouver quelqu'un qui a vu quelque chose. Il nous faut plus de gars. Si on veut bien nous les donner. Les gens nous soutenaient à 100%. Tout le monde avait son suspect. Donc, on recevait beaucoup d'appels. Et derrière, il fallait vérifier. On a été jusqu'à 40 enquêteurs sur cette affaire, y compris des agents du FBI. On collaborait avec eux, parce qu'il y avait tellement d'hypothèses possibles, tellement de jeunes filles disparues. On passait tellement de temps sur les victimes, à remonter leurs restes, les identifier, qu'il n'en restait plus beaucoup pour travailler sur les suspects. On était débordés par le nombre de jeunes femmes.
Le problème, en l'occurrence, c'est que, comme Gary, trop d'hommes veulent faire du mal aux femmes. Au cours de son enquête, le groupe de travail dédié aux tueurs de la Green River reçoit une offre de collaboration pour le moins inattendue. Elle émane de quelqu'un que l'inspecteur Reichert et son collègue Robert Keppel connaissent bien pour avoir enquêté sur lui. Le célèbre tueur en série Ted Bundy. Ted Bundy était intelligent. Il était sociable. Gary Ridgway était l'exact opposé. Il avait un quotient intellectuel bas. Il n'était pas séduisant. Il n'était pas charismatique. On se demande comment il a convaincu toutes ces femmes de monter dans sa voiture. Finalement, je pense qu'il n'y a qu'un seul domaine pour lequel il avait vraiment un don, et c'était tuer des femmes. Ted Bundy suggère à la police de placer sous surveillance les tombes encore fraîches qu'elle découvre au cas où le tueur y reviendrait. D'après Bundy, si le tueur de la Green River lui ressemblait sur certains points, il devait revenir sur les lieux du crime pour violer les cadavres de ses victimes. Il n'avait pas toujours assez d'argent pour satisfaire ses besoins sexuels auprès des prostituées. Des années plus tard, Gary Ridgway confirmera qu'il a bien eu des rapports sexuels avec ses victimes après leur mort. Parce que la nécrophilie était moins risquée qu'assassiner d'autres femmes. Ted Bundy en informateur de la police, l'idée pouvait sembler choquante et absurde, mais elle allait peut-être se révéler efficace. Comprendrait-on un jour ce qui avait provoqué ce carnage? Une femme était bien déterminée à répondre à cette question, même si elle devait pour cela s'asseoir face à l'assassin de sa sœur. Je n'étais pas mue par la colère. Je n'étais pas mue par la rage ou un désir de vengeance. J'y suis allée parce que j'avais besoin d'explications. Après son arrestation des années plus tôt, Ridgway était passé aux aveux et avait reconnu être le tueur de la Green River. Mais durant toutes les années où il a sévi, l'identité du tueur est restée un mystère. Au début des années 1980, les bois entourant Seattle étaient devenus son lieu de prédilection pour se débarrasser des cadavres de ses victimes. Parmi lesquels Deborah Estes, la sœur de Jenny Graham. Les atrocités commises par Ridgway ont fini par attirer l'attention des médias. C'est grâce à cela que le célèbre Ted Bundy, incarcéré dans le couloir de la mort en Floride, a eu vent de cette affaire et a contacté les enquêteurs pour proposer ses services. Ted Bundy a proposé à la police de l'aider à établir le profil du tueur de la Green River. Il voulait que son expertise serve à l'enquête. Bundy conseille à la police de mettre en place un dispositif de surveillance des scènes de crime. Violer les cadavres de ses victimes était une autre façon de contrôler ces femmes et d'avoir des rapports sexuels gratuitement et à volonté. La police prend au sérieux le conseil de Bundy et surveille les tombes récentes dans les bois. Mais le tueur ne se montre pas. En novembre 1982, le tueur en série qu'elle recherche, Gary Ridgway, propose de l'argent à Rebecca Garday, une téléopératrice de 20 ans et prostituée occasionnelle, en échange de ses faveurs. Rebecca aurait accepté une fellation contre $20. Gary l'a emmenée dans un endroit boisé. Elle était en train de lui faire une fellation quand il a tenté de l'étrangler. Elle a réussi à se dégager et a couru jusqu'à la maison la plus proche. Il s'est sauvé pendant ce temps. Parce qu'elle se livrait à la prostitution, Rebecca Garday n'a pas immédiatement signalé cet incident à la police. Je pense que ces filles étaient jugées. C'étaient des enfants qui essayaient de s'en sortir dans un monde d'adultes, sans avoir les outils. Ce sont des prostituées, qui va les croire? En 1983, Ridgway sollicite les services d'une jeune prostituée de 18 ans, Mary Malvar. Le petit ami de Mary, qui est aussi son souteneur, surveille à proximité. Tu cherches un peu de compagnie? Oui. Comme il avait un physique assez banal, les filles ne se méfiaient pas et montaient facilement dans sa voiture. Le problème, c'est que malgré leur jeune âge, elles pensaient être capables de se débrouiller. C'étaient des petites filles perdues. Certaines, beaucoup même, avaient subi des violences sexuelles à la maison et avaient fui le domicile familial. Elles étaient livrées à elles-mêmes. Ce qui le poussait vers ces jeunes filles, c'était son envie de croire que des femmes magnifiques étaient attirées sexuellement par lui. Évidemment, il s'attaquait à des filles disponibles et disposées à faire ce qu'il voulait contre de l'argent. Ridgway ramène Mary Malvar chez lui, à Seattle. Ils ont un rapport sexuel. Après cela, comme il en a l'habitude désormais, il l'attaque par derrière. Lâche-moi! Lâche-moi!
En se débattant pour lui échapper, Mary Malvar griffe sérieusement le bras de Ridgway. Elle s'est défendue quand il a essayé de la tuer. Mary Malvar a eu beau se débattre de toutes ses forces, elle n'avait aucune chance de l'emporter contre Gary Ridgway. Le petit ami de Mary qui se méfiait de ce client les a suivis au domicile de Ridgway. Et il a alerté les autorités. Gary Ridgway? La police interroge Gary Ridgway au sujet de Mary Malvar. Un homme correspondant à sa description aurait été vu en train de solliciter des prostituées sur la nationale. Les policiers sont alors loin de se douter qu'ils ont en face d'eux non seulement le meurtrier de Mary Malvar, mais le fameux tueur de la Green River. Il les a bernés. C'est un moment clé, parce que de nombreuses vies auraient pu être sauvées s'ils avaient creusé cette piste. Ils auraient pu la voir à ce moment-là. Après le départ des policiers, Ridgway tente de camoufler les griffures infligées par Mary Malvar. Pour y parvenir, il verse de l'acide dessus. Nerveux après avoir failli se faire prendre par la police, Ridgway emmène son fils camper dans l'état voisin de l'Oregon. Papa, je vais pêcher à la crique. Je te rejoins dans 1 minute. Je vais jeter ces sacs. Il en profite pour se débarrasser des restes de 2 victimes qu'il a démembrées et emballées dans des sacs poubelles. Ridgway se débarrasse des corps découpés en morceaux dans l'Oregon afin de détourner les soupçons. Quand ces restes seront découverts, les autorités en déduiront que le tueur de la Green River a déménagé plus au sud. En 1983, alors qu'il sort d'une forêt dans l'État de Washington, il croise un agent de police. Un instant, monsieur. Vous voulez bien me dire ce que vous faisiez dans les bois? D'accord, j'avoue. Il a prétendu qu'il venait d'uriner, mais je suis convaincu qu'il venait d'avoir un rapport sexuel avec un cadavre à quelques mètres. Bonne journée. Ridgway échappe une fois encore à la police, et rien n'empêchera le tueur de la Green River de récidiver. En 1983, Ridgway assassine une serveuse et jeune maman, Carol Christensen. Son cadavre est découvert adossé à un arbre le jour de la fête des mères dans une mise en scène macabre. Ridgway a placé 2 truites sur sa poitrine, un sac sur sa tête, une bouteille de vin vide en travers de son ventre et un tas de saucisses sur ses mains. Dans l'espoir d'entraîner la police sur une fausse piste, diront certains. On parle d'un prédateur qui ciblait délibérément des jeunes filles pour chasser d'autres êtres humains et les tuer par plaisir. En 1984, 2 ans après avoir échappé aux griffes de Gary Ridgway, Rebecca Gardet se décide à raconter à la police le cauchemar qu'elle a vécu. Son histoire attise la curiosité des enquêteurs à la recherche du tueur de la Green River. Ridgway est convoqué par la police et soumis au détecteur de mensonges. Pendant tout l'interrogatoire, il reste calme et détendu. Avez-vous tué Wendy Caulfield? Non. Il passe le test avec succès. Les autorités n'ont pas d'autre choix que de le laisser partir. C'est une vraie occasion manquée. Dans la mesure où il avait réussi le test, ils sont passés à autre chose. Ils ont écarté son nom. En 1985, 4 ans après son 2e divorce, Ridgway commence à fréquenter Judith Mawson. Ils se sont rencontrés au sein d'une association de parents célibataires, veufs ou divorcés. Et le courant est passé immédiatement. Judith a décrit leur mariage comme une lune de miel de tous les instants. Faute d'autres pistes, le groupe de travail sur le tueur de la Green River garde néanmoins un œil sur Gary Ridgway. Les enquêteurs obtiennent même un mandat pour fouiller sa maison et ses véhicules. Ils espèrent y trouver des preuves qui les aideront à attraper enfin leur tueur. On a collecté des indices. On a notamment effectué un prélèvement biologique à des fins de comparaison. À l'époque, les tests étaient essentiellement salivaires. Je ne comprends pas. C'est une erreur, t'inquiète pas. Mais il était très fort dans son domaine. Il est passé entre les mailles du filet. Ils n'ont pas trouvé les preuves qu'ils espéraient. La police collecte aussi des échantillons de peinture au travail de Ridgway dans l'atelier de carrosserie où il est employé comme peintre. Mais à l'époque, la technologie de l'ADN n'est pas aussi développée qu'aujourd'hui.
Il n'existe pas encore de moyen de comparaison aussi fiable. Les prélèvements finiront sur une étagère. Ridgway réussit à convaincre Judith que la perquisition était un malentendu. Ils se marient en juin 1988. Après ça, sa frénésie meurtrière se calme. Les médias se sont beaucoup intéressés à l'affaire dans les années 80, quand on trouvait un corps tous les jours ou toutes les semaines. Et puis pendant une longue période, on n'a plus trouvé de victimes et les choses se sont tassées en quelque sorte. C'est passé à l'arrière-plan. Les gens avaient un peu oublié le tueur de la Green River. On supposait qu'il était mort ou bien en prison parce que les meurtres avaient cessé. Mais le 16 novembre 2001, près de 20 ans après le début de sa folle série de meurtres, Ridgway cède à une pulsion et démarche une prostituée. La prostituée en question est en réalité une policière sous couverture. Vous avez le droit de garder le silence. Ridgway est arrêté et placé en garde à vue, avant d'être relâché. Une fois encore, il semble que le tueur de la Green River s'en soit sorti à bon compte. Mais aux yeux de l'inspecteur Tom Jensen, Gary Ridgway fait toujours figure de suspect numéro 1. Je n'oubliais pas ces prélèvements. Je suivais de près les progrès de la science sur l'ADN. Personne ne savait à l'époque que la science progresserait au point de pouvoir identifier un jour un criminel sur la base d'un minuscule échantillon d'ADN dégradé. Dès que la science a été suffisamment avancée pour permettre une comparaison fiable, Tom Jensen demande une recherche de l'ADN de Gary Ridgway sur les indices liés à l'affaire. C'était notre dernière chance, il fallait voir ce que ça donnerait. Ils m'ont appelé et m'ont dit « Tu devrais descendre au labo, on a quelque chose pour toi ». Et ils m'ont exposé les résultats. Sur l'un des échantillons, la correspondance était assez forte, et sur un autre, il y avait une correspondance partielle. L'ADN était bien celui de Gary Ridgway. Si l'ADN permet de conclure que Ridgway a eu des rapports sexuels avec certaines victimes, il ne prouve pas pour autant qu'il les a tuées. La police a besoin de plus d'éléments. Ridgway a travaillé pendant des années comme peintre dans une entreprise de carrosserie. L'inspecteur Jensen est convaincu que les particules de peinture sur les victimes pourraient les aider à prouver que Ridgway est bien le tueur en série qu'il recherche. Quand vous faites de la peinture au pistolet, il y a toujours des projections un peu partout autour, aussi fines que de la poussière. Il en transportait sur tous ses vêtements. Et quand ces particules ont été analysées, elles correspondaient précisément à la peinture exclusivement utilisée dans son entreprise. Ayant rassemblé assez de preuves, la police interpelle Gary Ridgway à la sortie de son travail. Gary Ridgway. Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. L'arrestation de Ridgway met un point final à la longue série de meurtres du tueur de la Green River. Si les enquêteurs sont désormais en mesure de relier Ridgway au meurtre de 7 femmes, ils le soupçonnent d'en avoir tué plusieurs dizaines d'autres. On est remonté dans le temps. On a examiné au moins 75 meurtres de femmes non résolus pour voir s'ils pouvaient y être mêlés. Les avocats de Ridgway font une offre à l'accusation. Leur client acceptera d'apporter son aide pour refermer certains dossiers de meurtre, à condition d'obtenir quelque chose en échange. La contrepartie à ces aveux, c'était qu'il n'y aurait pas de peine de mort. S'il y avait bien quelqu'un qui méritait d'être condamné à mort, c'était lui. Mais il nous a semblé plus important d'agir dans l'intérêt général. La police a dans ses dossiers de nombreuses victimes potentielles de Ridgway non identifiées. Les autorités mettent Ridgway dans une cellule particulière où elles peuvent l'observer et l'interroger à loisir. Il avait une table et une chaise pour s'asseoir et écrire. Il a été notre invité pendant 6 mois, en quelque sorte. Ridgway n'a quasiment jamais montré d'émotion durant les 6 mois où on l'a interrogé. Je ne suis pas sûre qu'il soit capable de ressentir du remords. Quand il a commencé la liste de ses crimes, il a eu le plus grand mal à se souvenir précisément de ses victimes. Il se souvenait surtout de l'endroit où il les avait abandonnées. Les autorités emmènent Ridgway dans les forêts environnantes pour localiser les restes de femmes disparues. Il nous a désigné certains endroits. C'est comme ça qu'on a eu la confirmation que certaines disparitions étaient liées à Ridgway, comme on le soupçonnait, mais sans pouvoir le prouver jusque-là. Marie Malvar était sur notre liste depuis de nombreuses années. Ridgway nous a emmenés à l'endroit où il avait abandonné son cadavre. Au bout d'une longue fouille de la zone, et après avoir débroussaillé un large périmètre, avec l'aide d'une solide équipe, on a trouvé les restes de son corps. Je me souviens avoir été vraiment contente. Je sais que ça peut paraître déplacé, mais c'était une forme de soulagement.
parce qu'on avait enfin honoré notre promesse aux familles, celle de trouver les corps des autres victimes disparues. Le 5 novembre 2003, Gary Ridgway plaide coupable des 48 chefs d'accusation d'assassinat. Il prétend avoir tué 23 autres femmes. C'est le procès le plus déchirant que j'ai jamais couvert. La salle d'audience était remplie des frères, des pères, des sœurs, des mères, des filles de ces jeunes femmes dont il avait volé la vie. Les gens sanglotaient, pleuraient, criaient. Certains parents de ces victimes se sont levés dans la salle et ont dit « J'espère qu'il mourra en prison ». Le juge Richard Jones condamne Ridgway à 48 peines de prison à vie, assorties de 480 années pour dissimulation de preuves. Gary Ridgway est incarcéré à la prison de Walla Walla dans l'État de Washington. C'est ici que Jenny Graham, la sœur de Deborah Estes, l'une de ses victimes, l'a rencontré en 2014. Elle a insisté pour s'entretenir avec lui et tenter d'obtenir des explications sur ce qui a poussé Ridgway à commettre de telles atrocités. Leur conversation a duré près de 4 heures. Globalement, on a abordé tout un tas de sujets différents au cours de la discussion. Au final, il en est ressorti plein de choses. Des choses qu'il a vécues dans son enfance, dont certaines très douloureuses. Avant leur rendez-vous, Jenny Graham avait passé plusieurs semaines à étudier le dossier de la police sur Ridgway. Tous ces meurtres, tous ces viols horribles, je crois qu'à un moment donné, j'ai bien cru que j'allais vomir. C'est dur de ne pas être touché par ce que vous lisez. Ça vous marque. Jenny Graham préfère garder pour elle certains volets de sa discussion avec Gary Ridgway. Il y a certaines choses dont je ne veux pas parler. C'est personnel. Je les garde pour moi. Je ne regrette pas d'avoir fait cette démarche. Je pense que ça a fait de moi une personne plus forte, meilleure. Et je n'ai plus cette rage que j'avais en moi avant. Ça ne veut pas dire que ça me fait plus mal. La souffrance ne disparaîtra jamais. Mais aujourd'hui, je me sens apaisée parce que j'ai eu les réponses que j'attendais. Selon Jenny Graham, Ridgway lui aurait également fait une révélation durant cet entretien. Le tueur m'a avoué qu'il y avait une autre victime, pour laquelle il n'avait pas encore été inculpé. Et durant cet entretien, il n'a nommé aucune de ses victimes, en dehors d'elle. L'anxiété que j'avais avant ce rendez-vous a laissé place au calme. À partir du moment où il m'a dit son nom, où il a reconnu ce qu'il avait fait, qu'elle faisait partie de ses victimes. D'après Jenny Graham, Ridgway lui aurait avoué avoir commis un autre meurtre. Mais elle refuse de révéler publiquement le nom de cette nouvelle victime encore inconnue pour des raisons légales. Cette femme disparue avait été un temps sur la liste des victimes potentielles de Ridgway avant d'en être retirée. L'élu à Washington a rapporté la confession de Ridgway à la police. Mais à ce jour, il n'a pas été poursuivi pour ce meurtre, le dossier n'étant pas assez solide pour tenir devant un tribunal. La mort tragique de sa sœur a influencé la carrière de Jenny Graham. Je n'avais jamais pensé que je m'engagerais un jour en politique. C'est venu progressivement. Je voulais rendre justice à Debbie. Le jour de son investiture à la Chambre des représentants, en 2018, Jenny Graham a prêté serment sur une Bible qui appartenait à sa sœur disparue. Cette Bible est posée en permanence sur mon bureau à la Chambre des représentants. Quand des lois sont passées, la voix de Debbie s'exprime à travers la mienne. Je me bats pour un juste équilibre et pour la justice. Je pense qu'on a retenu certaines leçons quand on parle d'éducation, de violence conjugale. Toutes ces choses ont des conséquences. Je me bats aujourd'hui pour qu'on trouve un équilibre. Certaines personnes peuvent changer et nous pouvons les aider. Mais le mal existe. Certaines personnes ne veulent pas changer. Elles sont cruelles. Elles sont malfaisantes. Elles prennent plaisir à faire du mal aux autres. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis élue. Si on veut lutter contre tout cela, en intervenant avant qu'un crime ne soit commis, je trouve que c'est une bonne façon d'honorer la mémoire de ma sœur.